Salut les devins, c'est Saikyo. Hier même, nous avons eu vraiment une excellente nouvelle que je vous ai partagée sur cette même chaîne YouTube lors d'une brève vidéo avec le plus important des informations qui étaient résumées à l'intérieur parce qu'on n'avait pas encore toutes les traductions. Une interview en vidéo sur la chaîne YouTube officielle du V-Jump par la Shueisha qui travaille en collaboration avec Akira Toriyama et Toyotaru. Une interview de l'éditeur de Toyotaru de Dragon Ball Super, Monsieur Uchida Victory, qui a raconté pas mal de choses sur Dragon Ball Super et qui nous a fait la révélation que l'arc Moro arrivait à sa fin et que la suite allait être très bientôt annoncée et qu'ils étaient même en train de bosser sur 3 arcs différents et qu'ils devaient faire un choix définitif sur lequel prendrait la suite juste après Moro. Alors il y a Freza et Dragon Ball Super-fans.fr, donc Thomas Totti, qui ont fait un énorme travail de retranscription de l'intégralité de la vidéo. Je vais vous lire aujourd'hui tout ce qu'il en ressort de cette vidéo-là et on va en apprendre un petit peu plus sur les ficelles et petits détails qu'on n'a pas pu obtenir hier dans la vidéo que je vous ai partagée et aussi vous partager ma petite analyse, parfois en réaction, par rapport à ce qui va suivre. Les liens, bien évidemment, tout sera en description. Alors, la première partie concerne Dragon Ball Super, une histoire qui est construite en fait par 3 personnes, un scénario décidé à 3. Ces 3 personnes sont Akira Toriyama, Toyotaru et Monsieur Uchida Victory, l'éditeur. Uchida Victory nous dit qu'en temps normal, le storyboard est réservé pour la publication sur le site officiel de Dragon Ball, où seules 8 pages sont montrées habituellement. D'ailleurs, je vous les ai partagées avant-hier sur cette même chaîne YouTube pour le chapitre 65. Mais spécialement pour aujourd'hui, Monsieur Uchida a apporté avec lui la totalité du storyboard du chapitre, soit les 45 pages du chapitre 65. La présentatrice et intervieweuse indique qu'elle a l'occasion de voir les storyboards de divers mangaka et constate qu'en fonction des mangaka, les storyboards n'ont absolument rien à voir les uns des autres. Uchida enchaîne donc en disant que pour ce qui est de Dragon Ball Super, parce que c'est Akira Toriyama qui est l'auteur original, c'est Toyotaru qui s'occupe du manga et de la conception des dessins. En gros, il est un petit peu le mangaka et Toriyama l'auteur. Il explique, Monsieur Uchida, l'éditeur, que l'histoire se fabrique à 3, Toriyama, Toyotaru et lui-même. Ensuite, Toyotaru s'occupe du storyboard, mais il y a encore une étape, celle de faire vérifier le tout, une fois encore, mais par Akira Toriyama. Et pour cette raison, les storyboards sont vraiment dessinés proprement. Il faut savoir qu'un storyboard de base c'est un brouillon, qui est souvent extrêmement mal dessiné à la va-vite juste pour présenter le déroulement du chapitre. Or, vu que Toyotaru est lui aussi un grand fan de DB, et que le storyboard doit être montré à Toriyama, on en arrive à un très bon résultat de présentation pour vérification par Akira Toriyama. Il rajoute l'éditeur que Toyotaru de base était un fan qui dessinait juste pour le plaisir, et qu'il ne pensait pas spécialement devenir mangaka. C'est avec cette mentalité qu'il a continué de dessiner du DB par amour pour ce dernier, et qu'il est finalement devenu le mangaka officiel. Donc bien sûr, il est stressé à chaque fois qu'il dessine les storyboards, et qu'il va les présenter à l'auteur original, Toriyama. La présentatrice s'étonne vraiment de la beauté du storyboard, car c'est vraiment très bien dessiné. Des décors aux expressions de visage, tout est dessiné de manière à être facilement compréhensible. On nous dit également que sur le site officiel, il ne publie officiellement que les 8 premières pages, mais regardez donc la page 9. On se demande ce qui va se passer sur la page 8, et quand nous allons à la page 9, nous aurions alors une révélation qui va être faite. Nous attendrons bien évidemment les devins d'avoir un peu plus d'informations, de leaks, de révélations et comptez sur moi sur cette même chaîne YouTube pour vous les présenter. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que dès la page 9, il va y avoir un retournement de situation par rapport au spoiler que je vous ai présenté avant-hier. La présentatrice confirme qu'on se fait vraiment avoir avec ces 8 premières pages et qu'il est vraiment doué pour nous mener en bateau. Uchida, l'éditeur, insiste en disant qu'en particulier dans ce chapitre 65, il y a énormément ce genre de choses, autrement dit des ascenseurs émotionnels, des surprises, et qu'il souhaite vraiment qu'on le lise. Et je vous rappelle les devins pour votre information que ce chapitre sort de manière complète ce 20 octobre 2020. Donc par rapport à cette partie-là, les devins, elle est très intéressante à lire et à savoir, à connaître quand on est fan de Dragon Ball. Et je vous invite vraiment à la lire par vous-même à tête reposée sur le site de dbs-france.fr. Ils font du gros taf, le lien est en description. La seule réaction que j'aurai vraiment, c'est tout simplement que ça me conforte encore une fois dans l'idée que j'ai que oui, Toriyama est assez nettement impliqué dans ce manga. Il travaille de base pour créer un scénario initial, un peu comme de la pré-production. Ensuite, Toyotaru s'affaire à de la production. Puis ensuite, on passe par une étape de contrôle et de correction par Akira Toriyama. Puis là, on finalise la production par Toyotaru. Et Monsieur Uchida, l'éditeur, doit agir à peu près à tous les niveaux, sauf la correction de Toriyama, je pense qu'il lui laisse à lui. Mais je pense qu'il gère la gestion des plannings des sorties, tel chapitre doit sortir à telle date et tout ça. De la coordination, je pense qu'il doit aussi donner son avis sur les scénarios initiaux, sur les choix également de scénarios pour l'avenir, pour le futur, comme on va le voir par la suite. Je pense que voilà, il agit par petites touches, plutôt l'éditeur,
parsemés par-ci par-là, si on les accumule ça fait beaucoup. Je pense plutôt que l'éditeur est un touche-à-tout plutôt que quelqu'un qui va uniquement se focaliser sur une seule des parties permettant de construire ce manga Dragon Ball Super. Justement, pour parler du futur, on nous dit bientôt l'annonce d'un nouvel arc pour Dragon Ball Super, et cela sort de la bouche de l'éditeur même du manga. Actuellement, il nous dit l'histoire s'achemine vers le climax, comprenez par là sa fin, et cela signifie que nous allons bientôt arriver dans un nouvel arc. La présentatrice veut en savoir plus, elle veut l'interviewer à ce sujet, mais il répond qu'il y a beaucoup de choses dont il n'a pas le droit de parler. Elle demande donc s'il a des prémonitions sur le nouvel arc et des sentiments à ce sujet. Il répond que dans 2 jours, donc en fait ça fera dans 1 jour par rapport à la date de sortie de ma vidéo, donc demain, il doit faire justement une réunion pour parler de ça, et qu'il est donc très excité à ce sujet. Donc là les deux on rentre déjà dans le gros du sujet, là ça envoie, double confirmation par rapport à hier, la traduction est bel et bien bonne, qu'un nouvel arc arrive, qu'un nouvel arc va être annoncé, et va être révélé, que eux-mêmes n'ont pas encore bien choisi lequel ils doivent prendre, et on va voir combien ils annoncent sous le pied juste après. Je suis un petit peu surpris que la présentatrice tente d'en avoir plus, alors que d'habitude chez les japonais tout est carré, tout ça, tout est millimétré, normalement on ne tente pas l'impossible. Elle a tenté, alors est-ce que c'était imprévu, est-ce que au contraire c'était pour susciter de l'émotion? Mais il répond qu'il y a beaucoup de choses dont il n'a pas le droit de parler, et que c'est clair qu'un éditeur de manga en sait beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, je vais pas vous vendre du rêve pour rien, mais en tout cas le rêve et la réalité surtout c'est que il y a beaucoup de choses dont l'éditeur de Dragon Ball Super ne peut pas nous parler aujourd'hui. Et ce sont des choses qui vont nous être révélées bientôt. La hype ne cesse de monter. Et pour qu'elle monte encore plus, l'éditeur poursuit en disant qu'ils sont actuellement en discussion sur le sujet avec Akira Toriyama et Toyotarou concernant quel arc va voir le jour prochainement dans Dragon Ball Super, quelle sera l'histoire, mais qu'ils n'ont pas encore le sentiment de c'est celui-ci que l'on doit raconter et dessiner dès maintenant. Ils n'ont pas encore désigné le meilleur prétendant parmi leurs idées. Mais en tout cas, ils nous disent que leurs choix se rétrécissent de plus en plus. Au début, ils avaient peut-être environ 10 sélections / options d'idées, mais maintenant ça s'est réduit à 3 idées. Cette fois, ils sont partis avec un grand panel d'alternatives de scénarios sur lesquels ils réfléchissent pour réduire le tout et fabriquer la chose. C'est la première fois qu'ils adoptent ce mode de fonctionnement, par conséquent cela devrait devenir quelque chose de condensé et d'intéressant et pourquoi pas amusant. Alors là mes chers devins, et je m'adresse sûrement aux plus anciens d'entre vous parce que les nouveaux, bien évidemment que je vous accueille avec mon cœur et je vous remercie, mais vous n'êtes peut-être pas au courant de ces déclarations que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Ça remonte à janvier 2019, un petit peu plus d'1 an et demi à partir du moment où je publie cette vidéo là. Je vous avais proposé cette vidéo, mais il y en avait eu d'autres qui avaient suivi, dans lesquelles j'avais un petit peu reparlé du sujet, j'en avais aussi parlé dans des lives, j'avais fait exprès de ne pas accorder de vidéo pile dédiée à ça, parce que je trouvais que c'était un sujet épineux et ça l'est toujours aujourd'hui, mais une vidéo dans laquelle je vous affirmais, et je peux toujours aujourd'hui vous le dire avec autant d'assurance, et je peux me regarder tranquillement dans un miroir, comme quoi j'avais eu accès à une liste d'idées, à une liste d'arcs, c'était un petit peu un mix, ça pouvait être des idées qui se grefferaient à des arcs entiers, c'était à peu près une quinzaine d'idées comme je vous l'avais dit, et elles étaient toutes dédiées pour le futur de Dragon Ball Super. C'était bien évidemment un document auquel je n'étais pas censé avoir accès, mais bon, j'ai eu l'opportunité de l'avoir sous les mains. Et aujourd'hui, de manière officielle, eh bien l'existence de cette liste-là, qui est un procédé de travail nouveau, en plus, nous est dit par Monsieur Uchida, est officialisée. Et j'ai entendu parler de ce document juste un petit peu après qu'il ait été discuté pour la toute première fois d'ailleurs dans la Dragon Ball Room à l'époque, et du coup c'était en janvier 2019. Bien évidemment que depuis, ce document a dû en interne fortement évoluer. Depuis, je ne l'ai pas revu passer en mode mise à jour, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas j'ai pu faire des constatations. Malheureusement, je ne pourrai pas vous révéler la liste des arcs et des idées que j'ai pu voir sur cette liste-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est clair et évident qu'elle a évolué, et il est même clair que des choses sont venues s'y ajouter, voire même ont été enlevées. Je m'explique, il y a des choses qui étaient sur cette liste, que depuis j'ai retrouvé dans Super Dragon Ball Heroes, l'anime, le jeu vidéo, tout ça. Donc les idées ont sûrement été rebalancées vers là-bas parce qu'elles étaient peut-être en trop, ou peut-être pas adaptées pour faire partie de l'œuvre principale. Il y a des idées qui pour le moment n'ont toujours pas pointé le bout de leur nez, que j'ai vu sur cette liste, et il y en a d'autres qui se sont réalisées dans le manga, notamment durant l'arc Moro. Mais, et toujours en toute franchise, et je suis pas là pour me la péter ou quoi que ce soit, il y a des idées qui n'étaient pas sur cette liste-là. Je vais vous en donner une parmi tant d'autres, le Vegeta qui part sur Yardra, je ne l'avais pas. J'ai fait en sorte d'être le plus clair et le plus transparent avec vous, non, sincèrement ce Vegeta Yardra, il n'était absolument pas sur le tableau des idées, donc il a peut-être été ajouté un petit peu plus tard, d'ailleurs on verra, on a souvent des interviews, on verra s'il était prévu de longue date que Vegeta soit sur Yardra, qu'il n'y soit pas, etc., qu'il reçoit cet entraînement, je n'en sais rien, mais en tout cas sur ce document que j'ai vu passer, très important document, eh bien je n'ai pas vu certaines choses qui se sont réalisées dans l'arc se produire.
Donc voilà les devins, je suis curieux de savoir parmi les plus anciens de la chaîne, après plus ancien c'est 1 an et demi, hein, ma chaîne existe depuis 4 ans quoi. Mais si vous étiez là il y a 1 an et demi, bah dites-le moi en zone commentaire si vous vous rappelez de ça. On en a parlé par plusieurs petites touches, hein. La vidéo initiale c'était janvier 2019, mais bon on s'en est reparlé ensuite, donc voilà c'est peut-être une information qui résonne pour vous dans vos mémoires ou quoi, que vous aviez peut-être mis de côté aujourd'hui. Et voilà, c'est officiel, cette liste existe. Bon pour moi c'est pas une surprise, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir que cela soit mis en avant de manière tout à fait légitime et officielle par l'éditeur en personne. Pour poursuivre les devins, nous avons des informations, des détails sur Dragon Ball Super, sur l'Ultra Instinct, bizarrement ils ont viré sur l'Ultra Instinct dans la discussion, et également sur l'entente qu'il peut y avoir entre Toriyama, Toyotarou et Monsieur Uchida. Alors concernant l'Ultra Instinct, la présentatrice, qui semble être fan de DBS, dit qu'en lisant, ce qui l'a le plus marqué est le Migate no Gokui, l'Ultra Instinct de Son Goku. L'éditeur a enchéré en disant que le nom est vraiment incroyable. La présentatrice a visiblement lu en manga d'abord et a été émue, avant de le voir en animé et d'être doublement émue. Le fait qu'il y ait des mouvements change tout. On se dit, ah c'est donc ce genre de mouvement. Ils prennent vie dans nos têtes et elle a vraiment trouvé ça trop classe. Elle enchaîne en demandant à Monsieur Uchida ce qu'il a pensé la première fois qu'il a vu l'Ultra Instinct. Il répond qu'il a été surpris. Il avait fait une sorte de réunion où ils ont décidé que ce serait une évolution qui prendrait ce genre de direction. Donc il pensait que physiquement ça ne le changerait pas beaucoup à Son Goku, que ça serait juste ces mouvements qui devaient être incroyables sans forcément faire changer la forme physique. C'est vrai qu'en Ultra Instinct, Goku semble être transformé un minimum. Mais au final, Monsieur Uchida a été surpris par le physique, en se disant mais comment, des cheveux argentés? De plus, l'illustration qu'a dessiné Toriyama est encore plus classe. Les expressions présentes sur le Goku Ultra Instinct qu'il a dessiné sont pour lui celles qui reflètent le plus l'Ultra Instinct. En tout cas, pour eux, pour la présentatrice et l'éditeur, cela a l'air cool. La présentatrice dit que ça ressemble à Goku tout en ne ressemblant pas à Goku, poursuit-elle en même temps. Uchida rajoute que de plus c'est divin, on ressent bien le sentiment de « Ah, c'est un dieu ». L'éditeur rajoute « De plus, au début je me suis demandé pourquoi un tel nom. C'était bizarre, Migate no Gokui en japonais. Mais en fait, il pense que c'est vraiment un nom génial si on l'écoute bien. Le corps se dit Mi, le fait qu'il bouge de lui-même se dit Kate, donc ça fait Mikate. Et Migate fait un jeu de mots donc avec Mikate. C'est exactement ça, le corps qui bouge de lui-même, qui maîtrise ce niveau suprême, donc le Gokui. Quand il a entendu ça, il a pensé que c'était vraiment trop classe. Il terminera cette interview en nous disant qu'il y a une entente parfaite. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Peut-être qu'en interne, ils se tapent dessus à coups de marteau, j'en sais rien, mais en tout cas, là dans l'interview, ils nous disent que ça se passe super bien entre Toriyama et Toyotarou. Monsieur Uchida se fait interviewer par quelqu'un d'autre qui reprend le fait que Uchida a dit qu'il faisait des réunions à 3, avec Toriyama, Toyotarou et lui-même donc. Il lui demande alors en matière de balance des puissances comment ça se répartit. Uchida pour rigoler répond 100 millions pour Akira Toriyama, 10 millions pour Toyotarou et moins 100 pour lui-même. Uchida parle donc en modestie, il se rabaisse beaucoup, c'est très japonais d'ailleurs de faire ça, en plus il fait un petit peu d'humour, c'est cool, c'est moderne, et il dit que entre Toriyama et Toyotarou, il est presque là pour gêner d'une certaine manière. Uchida répond qu'il y a surtout le fait qu'ils s'entendent vraiment très bien tous les deux, Toriyama et Toyotarou, que leurs idées ne s'entrechoquent jamais, quand l'un dit un truc, l'autre pense que c'est génial et inversement, et qu'ils s'améliorent mutuellement et se complètent. La présentatrice dit qu'on croirait un entraînement, et Uchida dit que c'est un peu comme Vegeta et Goku, et que Uchida est un petit peu le Yamcha de l'histoire qui est sur le banc de touche et les encourage, mais que juste le fait d'être là, avec eux, en tant que fan, il est comblé de bonheur. La présentatrice l'envie, au point d'avoir envie de regarder, écouter furtivement la réunion qui pourra avoir lieu dans 2 jours, entre Monsieur Uchida, Akira Toriyama et Toyotarou. Pour reprendre ce que je disais au début de la vidéo, très cher devin, petite parenthèse, pour quelqu'un qui soi-disant ne fait rien et ne fait qu'empocher le chèque, c'est-à-dire Toriyama, je trouve qu'il fait pas mal de choses sur ce manga, comme quoi mon intuition sur le fait qu'il était très bien présent sur cette œuvre se réalise et s'officialise. Uchida poursuit, et je dirais même conclut, en disant que plutôt que ces histoires qu'il a racontées, celle du manga est vraiment plus intéressante. Et en plus, on est bientôt au climax, donc de l'arc Moro, et il demande donc à vraiment attendre avec impatience le prochain numéro du magazine V-Jump. Pour terminer, le présentateur demande à Uchida s'il a un message ou une annonce à faire. L'annonce est que le nouveau tome de Dragon Ball Super, le tome 14, sera en vente au Japon le 4 décembre. Il inclura les parutions jusqu'au mois de septembre du manga et ça sera donc un tome assez épais selon lui. Voilà les devins, vous avez l'intégralité de cette interview qui vous a été retranscrite aujourd'hui. On remerciera encore une fois Dragon Ball Super-France et Frieza pour leur taf énormissime. Pensez à follow leurs réseaux sociaux communs, je vous mettrai tout ça en description, à aller sur leur page web, ils font un énorme taf. Pour ma part, vous avez eu ma petite analyse par rapport à tout ça, on va s'en reparler très bientôt, ne vous en faites pas. Je pense qu'à partir de là,
du moment où la parole a été libérée une fois, maintenant ils vont en lâcher de plus en plus jusqu'à probablement la Jump Festa, qui devrait être un moment marquant. On verra si des langues se délient par rapport à l'anime et au manga. Pour le moment de mon côté, tant qu'il n'y a pas d'officiel, je ne vous en parle pas, bien évidemment que de l'officieux me parvient, mais je pense que de par les antécédents du passé et la situation actuelle, ce n'est pas adapté d'en parler aujourd'hui, on attendra que ça s'officialise. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à mettre un maximum de pouces bleus si ce contenu vous a plu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, on va avoir beaucoup d'informations sur le chapitre 65 d'ailleurs à court terme là. Donc voilà, je vous attends pour ces vidéos là, ce sera un plaisir de vous y rencontrer à nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.